Bonsoir et bienvenue dans Parlons ASMR, le podcast pour les amateurs de sensations douces. Aujourd'hui, mon invité sonne comme ça. Bonjour, ou bonsoir peut-être. Ça a été un véritable honneur de recevoir à mon micro un des pionniers de l'ASMR français, avec lequel on a discuté de beaucoup de choses différentes, comme par exemple de la relaxation, de chocolat, de ses 1000 vies, de culture ou encore de l'avenir de l'ASMR. Je vous laisse découvrir tout ça et bien plus encore dans le 3e épisode de Parlons ASMR. Bienvenue Paris ASMR, je suis ravi de t'avoir dans ce podcast. Comment tu veux que je t'appelle pendant cette parenthèse que nous allons passer ensemble ? Bonsoir Lucas, écoute, ou bonjour d'ailleurs, tu peux m'appeler Flo, c'est très bien. Flo, parfait. Donc ensemble on va parler des sens, des sensations, de l'ASMR et puis de toi aussi. Alors ma première question du coup elle portera sur les sens, sur l'ASMR. Pour toi, quel est parmi tes sens, lequel te procure le plus de sensations ? Je crois que c'est le son, l'ouïe. J'ai dit le son spontanément parce que c'est le premier outil avec lequel je travaille, avec lequel je travaille, oui. Je crois dans plusieurs métiers. Mon métier de prof, la voix c'est important pour moi. Dans l'ASMR aussi, la voix est un déclencheur, en tout cas le chuchotement, mais ça peut être aussi la voix douce. Et puis il y a tous les autres sons, tous ces sons dont on peut s'imprégner, qu'on peut associer, qu'on peut interpréter. Donc ouais, sans hésiter, je crois que l'ouïe, c'est vraiment quelque chose... on pourrait dire la vue, parce que si on devait me supprimer un sens, ça serait très anxiogène que de penser qu'en étant aveugle, on puisse encore percevoir le monde, mais je crois que je suis très attaché au son aussi. Mmh. Et du coup, avec lequel de tes sens tu as eu l'expérience sensorielle la plus forte ? L'expérience sensorielle dans le sens ASMR ou dans le sens... Dans tous les sens que tu peux y voir, par exemple si c'est un nuancier de couleurs exceptionnelles, un goût fantastique, un son exceptionnel. Avec quel sens tu as eu l'expérience sensorielle la plus forte ? Pour moi, les expériences sensorielles les plus fortes que j'ai pu vivre sont justement j'appelle ça des expansions de conscience. Je ne sais pas si c'est le mot le plus adapté. C'est un petit peu comme si tout était relié, tout faisait sens ça ne dure pas très longtemps, mais ça peut être face à un paysage de nature. L'horizon lointain, une mer, un moment de forêt, un moment de calme. Souvent des moments seuls où tous les sens intercommuniquent et il y a ce qu'on appelle la synesthésie, quoi, que finalement une couleur devient sonore, qu'une couleur prend une espèce de goût, de saveur. Et pour moi, c'est ça, les instants forts. C'est quand finalement un sens rejoint les autres, voire même remplace les autres. D'accord, ouais, mais bien sûr, c'est toute cette multitude de sens qui fait qu'on a une expérience très forte. Et d'ailleurs, l'ASMR marche aussi par ce biais-là. D'ailleurs, si tu pouvais rajouter un des 5 sens à l'ASMR, ce serait lequel, du coup, au-delà de la vue et de l'ouïe ? Au-delà de la vue et de l'ouïe, je crois que je rajouterais le toucher, parce que tout l'aspect massage, toute la texture d'une matière, que ce soit un tissu, un velours, que ce soit la texture de la glaise, de la poterie, c'est très important pour moi, et même parfois un son m'évoque une texture. Quand un son me dérange, c'est souvent, je pense au crissement par exemple, pas de la craie, mais vous savez, je suis en train de te vous voyez. Pardon. Tu sais Lucas, excuse-moi, c'est un vous, pas de souci. Un vous très respectueux du début. Tu sais, tu vois cette main qui raye comme ça, par exemple, ou les dents par exemple, le frottement des dents. Moi, ça me dérange ce son parce que je ressens une texture, tu vois, le crissement des dents, le crissement de l'ongle sur l'ardoise. Il y a du coup des matières que je ne peux pas toucher, des assiettes qui crissent trop. Je ne peux même pas sentir leur texture sous les doigts parce que j'entends le son. Donc on est encore dans ce... Je me demande même si les personnes qui ressentent la ASMR ne sont pas un peu des hypersensibles ou des hyperesthésiques. C'est-à-dire que finalement, tout ce qu'on perçoit, y compris les sons, sont perçus d'une manière tellement intense qu'ils ont un effet sur le corps.
Ah oui, bah oui, on parle d'ailleurs de réaction épidermique. Hein, donc c'est vraiment à l'intérieur de la peau, dans l'épiderme. Oui, Moi, je pense notamment à ce que tu disais sur les crissements des mains, des, des dents. C'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de mm, soi, comme des frissons, mais qui seraient donnés dans un sens négatif. Mais c'est quelque chose qui traverse en soi. C'est sûr que même à la vue, en fait, si tu fais juste le mime, on peut presque entendre le son. Donc c'est quelque chose de très relié entre tous les sens, c'est sûr, et bien sûr, le toucher pour la SMR, ça fait tout à fait sens, puisqu'on est sur quelque chose qui est dans le réconfort, tout à fait. et puis dans le partage. Et bien sûr, le partage, on y pense surtout dans ces périodes-là, mais il y a quelque chose du toucher, de partager, d'avoir un contact physique, en fait. Donc, Exactement. Mm. Et c'est une des conditions pour moi de la SMR, c'est que c'est très difficile de déclencher cette sensation seule. Il faut forcément une personne face à soi qui soit dans cette intention pas forcément de prendre soin, parce que ça peut aussi être des choses très, très simples comme le repassage, c'est aussi prendre soin du tissu. Non, mais faire des sushis, nettoyer des vitres, faire de la poterie, il y aurait plein d'exemples, hein, jardin zen, le slime, pétrir du slime sans grande raison, mais parce que c'est satisfying. Et ouais, j'aime beaucoup ça, l'idée que le toucher c'est aussi la caresse, c'est aussi le contact. Et peut-être que certains internautes viennent chercher ça aussi, dans un sens très, je vais pas dire thérapeutique parce que c'est un peu pédant, mais pour ressentir aussi quelque chose dans le corps, quoi, de l'ordre de l'ocytocine, de la protection, du cocooning, quelque chose qu'on peut ressentir de prime abord avec son père ou sa mère, avec ses amis les plus proches, et finalement retrouver ça aussi dans l'anonymat de YouTube. bah oui, ça me fait penser d'ailleurs à, aussi, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais tout ce qui est acceptation de la SMR, je trouve qu'il y a quelque chose de très personnel dans la SMR, puisque et même pour partager sur le bouche à oreille, etc. Moi, je trouve que si on conseille un ASMR artiste, c'est vraiment c'est qu'on a vraiment confiance en la personne chez qui on le recommande, puisque il y a vraiment je trouve cette relation qui est quand même c'est partager ses soirées, ça peut être tromper sa solitude, ça peut être Mhm. partager un moment avant le sommeil qui est, comme on l'a dit, qui peut être de l'ordre du rituel, ou alors quelque chose qui retourne à l'enfance. Donc c'est vrai que je trouve que recommander un ASMR artiste, c'est quelque chose qui est très personnel et qui est gage de confiance. Ouais, c'est même l'histoire d'une rencontre pour beaucoup de personnes. Je pense qu'il y a des internautes qui ne regardent le contenu que de quelques artistes. J'arrive même plus à savoir comment est-ce qu'on dit ça. ASMR artiste, vidéaste ASMR, créateur de contenu ASMR. Parce que au gré des vidéos se tisse un lien. Alors un lien qui n'est que dans un sens, puisque le créateur de contenu, lui, ne peut que lire les commentaires, qui sont parfois même la plupart du temps anonymes. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce d'alliance qui se crée. Moi, j'aime beaucoup ce mot. On l'utilise aussi en sophrologie. Hein. Une espèce d'alliance, c'est-à-dire de alors, poser les armes, déposer les armes, enlever tous les masques qu'on porte dans sa journée, et puis être complètement entier à ce petit instant de calme, qu'il soit juste voué au chuchotement, ou que ce soit même un peu plus dans un jeu de rôle, certes virtuel, mais qui va être satisfying, qui va vraiment détendre. Ouais, c'est ça, on est vraiment sur l'ordre du partage, Mm. et je pense que ça se voit aussi sur sur ce qui marche le mieux en termes de roleplay. C'est-à-dire que ce qui marche le mieux, c'est euh, les roleplays médecins, les roleplays Ouais, de l'ordre du médical. Et il y a quelque chose aussi de très privé dans cet ordre médical-là, d'une bien sûr. relation patient et soignant. Donc on a aussi un peu pas ce secret médical, mais on a aussi cette relation particulière-là avec un personnel soignant qui est de l'ordre de l'écoute, mais aussi Mm. du soin. Alors à l'humble niveau des créateurs ASMR,
il y a aussi cette chose-là je trouve que c'est pas anodin si on retrouve aussi les médecins dans ce qui est de soigner, dans l'accompagnement, dans ce qui Tout à marche fait. bien sur l'ASMR. Oui. Ouais, et puis je pense que tous ces jeux de rôle-là, ils permettent aussi naturellement d'installer une proximité. C'est-à-dire que si vous allez voir un libraire, si tu vas voir, voilà, j'arrive pas à passer au-dessus. C'est la première fois qu'on se parle en fait. Si tu vas voir la première fois, je sais pas moi, un libraire, c'est sûr que la proximité sera pas la même que si tu vas voir un ophtalmo ou un dermato, parce qu'il a besoin d'ausculter, il a besoin d'entrer en contact avec ce qui fait notre limite, la limite entre notre corps et le monde. Et c'est d'ailleurs en ce sens que l'ASMR est très clivant aussi, même pour les gens qui pourraient le ressentir. Quand ils tombent sur une vidéo de ce genre-là, il y a un petit temps d'adaptation à laisser entrer le son, parce que tout se passe par ce que reproduit le cerveau à travers la perception du son, comme si on y était, et le cerveau croit qu'on y est quand on a le son dans les oreilles, qu'on nous chuchote à quelques centimètres. Si on ferme les yeux, le cerveau fait le reste. Il ajoute d'autres sensations, il met en action d'autres sens, et c'est montré aussi dans des études relativement récentes, même si on n'a pas grand-chose sur la ASMR, que d'autres zones s'activent quand la ASMR se déclenche, d'autres zones de perception des sens, comme s'il y avait justement cette synesthésie qui, c'est un mot un peu pompeux, mais en gros, comme si la ASMR finalement était un chef d'orchestre et permettait d'actionner, d'activer des choses que nous ne voulons pas forcément déclencher. Et c'est ça qui est très complexe sur Internet, encore plus je trouve, hein, de ressentir l'ASMR. Et quand ça veut pas, quoi. Oui, c'est ça, c'est fait. Mais je trouve il y a vraiment cette chose de barrière-là, d'avoir quelque chose de cette réticence au premier abord de la ASMR, parce que c'est rentrer, comme on disait tout à l'heure, dans l'intime, d'avoir est-ce que je peux me faire à ça? Est-ce que ce sera sain pour moi? Est-ce que j'en ai plus à en tirer qu'à m'en moquer, et de gérer cette relation-là, et finalement qui s'installe pour beaucoup de gens, mais il y en a qui ne peuvent pas franchir ce pas, parce que ça ne marchera pas, il y a pas, c'est quelque chose d'intime en fait, c'est franchir aussi, il y a quelque chose de se donner aussi à l'autre, et à travers le son et à travers ce qu'on entend. Donc c'est pour ça que je comprends aussi tout à fait les gens qui peuvent qui n'arrivent pas à franchir ce pas-là, quoi. Tout à fait. À plus forte raison quand on n'est pas sensible à l'ASMR. C'est d'autant plus difficile. Parce je pense qu'il y a beaucoup d'internautes qui ne ressentent pas, hein, qui viennent regarder ces vidéos parce qu'ils recherchent un contact humain et qu'ils en manquent dans leur vie, ou qu'il y a une solitude chronique qui fait qu'on en vient à ça, quoi. Ce qui est extrêmement triste, dans le fond, hein, de chercher dans le virtuel des choses qu'on n'a pas dans sa propre vie. Puisque YouTube n'est pas la vie, hein. YouTube c'est une petite fenêtre, quoi. C'est une petite soupape. Et d'ailleurs, je trouve que dans la vie, l'ASMR est d'autant plus intense. Je sais pas ce que tu en penses. Mais d'ailleurs, ça allait être le sens de ma prochaine question. J'allais te demander quel est le son du quotidien, toi, qui te détend le plus, et dans quelle situation tu l'entends? Qu'est-ce qui me déclencherait le plus dans le quotidien? Il faut savoir que je sais pas pour toi, mais pour ma part, la ASMR se déclenche pas forcément tous les jours dans ma vie. Il faut des situations. Ce qui revient de manière récurrente, c'est quand je vais dans une boutique et que je passe à la caisse. Le moment du paiement, quand je vais chercher les croquettes pour mon chat, pour mes chats. Le moment, en plus avec toutes les règles d'hygiène. C'est à toi de tirer le ticket, enfin elle te fait passer je sais pas comment ça s'appelle, le truc où on fait son code, donc tout ce passage là où on donne sa carte, et puis après le petit déroulement du rouleau, et puis rappelez-moi, vous avez bien, votre chat s'appelle bien Odéon, hein, d'accord, donc elle recherche et tout il ou elle recherche, tout ce passage là du moment de la caisse, alors pas au supermarché parce que c'est pas les mêmes sons, mais ce qui est pharmacie, librairie, papeterie... Oui, il y a tous ces commerces un peu feutrés où il n'y a pas forcément beaucoup de monde. Exactement. Donc il y a ça en particulier. Il y a un moment très étrange, c'est quand on me demande de patienter au téléphone et qu'il y a du bruit blanc.
je me laisse complètement envahir par le son du bruit blanc et ça m'emmène très loin. Et en fait, ça déclenche mon ASMR aussi, mais ça ne me le ferait pas sur Internet. Faut vraiment qu'il y ait quelqu'un au bout du fil qui me dise « Patientez, s'il vous plaît ». Et qui est ce temps de l'attente, de L', attente. Comme s'il y avait quelque chose qui allait arriver, et il y a un vide, et ce vide-là, pour moi, il est sonore, et il me déclenche. Je ne sais pas expliquer pourquoi. C'est peut-être aussi cette chose-là de l'imprévu, de se dire que n'importe quoi peut se passer. Voilà, c'est un peu du coup une faille auditive. On est souvent en plus quand on attend et qu'on nous demande de patienter au téléphone, c'est qu'on attend quelque chose au bout du fil, qu'on a un objectif, et que si on nous demande de patienter, on est vraiment dans cette optique un peu en dehors du temps, quoi. On est qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais dire, ce moment un peu là qui peut justement parce que je trouve que c'est quand on perd aussi ses moyens qu'on peut être le plus dans son ASMR, puisque c'est comme un certain état méditatif en fait. On n'a plus tellement conscience mais on est vraiment sur soi, et donc c'est là où on est le plus réceptif peut-être de capter un bruit blanc, un son, un geste, quelque chose, une brise. Alors, pour ce qui est de la méditation, je ne sais pas si on est dans un état méditatif, parce que la méditation au sens pur, c'est un véritable exercice d'attention, de pleine conscience à tout ce qui arrive, que ce soit dans son corps, que ce soit dans le présent. Donc c'est accueillir une émotion, comme ça peut être accueillir le voisin qui tape des pieds, peut-être en ce moment, ou peut-être dans quelques minutes. Ça s'appelle les ondes θ, c'est-à-dire quand les ondes entre les neurones ont une certaine vitesse et que ces ondes permettent une concentration très, très forte. C'est pour ça que la méditation améliore la conscience. C'est pour ça que la méditation permet de revenir à l'instant présent, qu'on réaccueille en fait tout le monde qui nous entoure, pour plus être enfermé dans ce que peut être le futur ou le passé qui n'existe pas en fait, hein. Et de revenir à cet instant fragile qu'est l'instant présent. Et il y a autre chose que et pour moi ça serait plus de l'ordre de ce qu'on appelle les ondes alpha, c'est-à-dire l'état où on est encore réveillé mais on va s'endormir. Pour moi cette sensation-là, elle ramène au corps sans hésiter, mais elle relaxe tellement qu'elle débranche complètement la conscience, à tel point qu'on peut même oublier en fait ce qui se passe autour, quoi. On se laisse complètement envelopper par ce son qui vient nous masser le cerveau, qui vient nous caresser la nuque. Et puis au bout d'un moment, comme toute caresse, on succombe, quoi. Enfin, on succombe dans le sens où on s'endort. Et moi, je dirais plus que c'est de la relaxation que de la méditation. Parce que la méditation, mine de rien, c'est très difficile, c'est très à la mode et c'est génial. Je fais un cycle actuellement de mindfulness, c'est la méditation de pleine conscience, qui a été ramené d'Asie par le grand Jon Kabat-Zinn dans les années 90. Et c'est en France, on a Christophe André qui en est un des grands importateurs. Et je m'entraîne à ça, et c'est pas du tout de la ASMR, quoi. Il faut être complètement éveillé, faut garder une expression, un peu l'expression inverse du dégoût, l'expression de la surprise. C'est strictement l'inverse de l'expression du dégoût. Je suis en train de perdre ma voix. En fait, je suis pas habitué à parler. Devant un micro, je chuchote. Quand on est dégoûté, on crispe tout, on met la bouche pas en U, mais en U inversé. Mmh. Et quand on est surpris, on ouvre les yeux et on ouvre un peu la bouche comme ça. Et en méditation, on ne fait pas ça, bien sûr, hein, on ferme les yeux, mais on a cette idée de l'accueil, en fait, comme si on était un vase vide et qu'on arrive, et c'est génial de ressentir ça, comme si finalement la conscience, elle se diluait dans tout ce qu'il y a autour de nous et qu'on arrivait à devenir tout ce qui est autour de nous, quoi. Le bruissement d'une feuille, un oiseau qui se pose sur une branche, le vent qui souffle comme ça dans les brindilles. Alors c'est très... ça fait très bisounours quand j'en parle comme ça, mais c'est des choses, c'est comme l'ASMR en fait. On aura beau en parler toute la soirée, si on ne ressent pas ce que c'est, ça va être très difficile d'expliquer aux internautes ce que c'est en fait, hein. Il faut vraiment le ressentir et aller expliquer ce que c'est que le salé. Je viens de te vous voyez, c'est génial. Fais-le comme tu le sens. Si tu préfères me voyer, ça me va. Ça serait une interview vous-tu ou tu-vous. Voilà, ça alternera entre les deux, hein. Mais en fait, je pense que quand je dis vous, je suis déjà en train de m'adresser à tes auditeurs. Je pense que c'est pour ça, en fait, que
Je n'ai pas de mécanisme de défense, hein, tout va très bien. Mais Mais il y a ce vous qui veut venir, comme si les gens étaient avec nous, là, tu vois. Mais parce qu'on parle aussi de choses qui sont très universelles, donc Bien ça sûr. fait tout à fait sens. Et c'est vrai que je trouve dans la méditation, il y a quelque chose de... C'est vrai qu'on n'a pas... Enfin, quand on médite, on n'a pas forcément l'air très intelligent physiquement sur le visage, mais c'est ce truc-là de relâcher la mâchoire, je trouve, et puis aussi de relâcher entre les sourcils. Ça, je trouve que c'est vraiment sur le visage, c'est les deux choses qui sont majeures, mais surtout les sourcils, parce qu'on se rend pas compte, en fait, qu'on a du froncement des sourcils, et c'est quand on regarde la zone qu'on voit que c'est vraiment tendu, en fait, parce qu'on fronce souvent, etc., mais on s'en rend pas forcément compte. Donc je trouve que cette chose-là de vraiment relâcher tout le visage, c'est vraiment la première, c'est comme tu disais, c'est vraiment la première porte du lâcher-prise, puisque on n'est plus sur de l'expression faciale qui va tout de suite être dans la réaction, même dans les micro-expressions, mais vraiment surprendre tout ce qui va être vraiment attentif à tout ce qu'il y a autour de soi, au-delà du premier barrage du visage, quoi. Tout à fait. Et puis ces tensions-là, on les ressent dans le corps en entier, hein. Elles ne sont pas que sur le visage, hein. La première chose que font les gens quand ils sont stressés, c'est de lever un peu les épaules, d'avoir des tensions au niveau des cervicales. Et le truc, c'est que ça reste. C'est-à-dire qu'on a beau se détendre, on le fait tellement inconsciemment, on est tellement peu dans son corps, et je ne fais pas un procès des gens, c'est naturel. On est tellement dans le monde des idées que finalement, pour revenir à la SMR, ça nous ramène au corps aussi. Ça nous permet vraiment de ressentir notre corps et de ressentir quel plaisir ça fait de tout relâcher. Parce que c'est un vrai relâchement physique. La sensation, la réponse sensorielle, autonome, culminante, maintenant ça se traduit comme ça. Avant on appelait ça, on traduisait ça mot à mot, réponse automatique des méridiens sensoriels. En fait, bref, c'était pas très cohérent, mais je trouve qu'il y a de ça, quoi. C'est le plaisir de sentir son corps se liquéfier, se dénouer sans rien faire d'autre qu'en laissant le corps réagir au son, quoi. C'est magique. Mais C'est vraiment magique. Il y a cette chose-là de la, je sais pas si j'utilise le bon terme, mais de la vulnérabilité, en fait, d'un moment enfin, moi je sais que les sensations d'ASMR, quand elles me viennent, c'est souvent que aux extrémités je peux avoir un peu froid, ou c'est quelque chose, il y a aussi quelque chose de l'ambiance qui fait que c'est ça va être peut-être un peu, mais dans son confort, avoir un peu d'inconfort qui permette justement ce sursaut on monte d'une échelle et on va être ça. Oui, puis ça peut arriver n'importe quand, hein. Moi, ça m'est arrivé dans des rues bruyantes d'être complètement happé par j'allais dire la sagesse, c'est pas le mot, mais l'authenticité, c'est pas le mot non plus, ça fait très pompeux. Comme un moment de vérité. Comme quand on est face à une peinture et puis on bloque sur un personnage. Il y en a 1000 et puis on bloque sur un personnage parce qu'il y a un truc. Il y a un truc, une veste, une couleur, une expression de visage. Bah moi, souvent, c'est ça. Je suis arrêté. Et je peux pas dire que c'est moi qui décide de le faire, parce qu'en plus, réponse autonome, c'est quelque chose en nous qui décide. Enfin, qui décide. Je donne une conscience à cette chose, mais il se passe un truc et qui se relie avec une vérité de quelqu'un d'autre. Et cette vérité, en plus, c'est pas dans les idées, quoi. C'est dans moi, je trouve qu'il y a un truc qui est très déclencheur, c'est quand quelqu'un a des gestes très maîtrisés. Couper des légumes finement, des gestes répétés, des gestes mécaniques. C'est pour ça que je parlais de faire des sushis. Moi, quand je vais chercher des sushis au restaurant, je me fais pas livrer. Je vais, même si c'est pour les manger chez moi, je vais regarder le cuisinier couper le saumon, pétrir le riz, tout ça avec beaucoup de rapidité, de fluidité. Et c'est merveilleux. Une fois, il m'a même dit, je vais vous faire payer le moment où vous observez, quoi, parce qu'il me voit tellement en extase, je pense que j'arrive pas à le cacher. Et donc, il y a pas, effectivement, ça peut être dans des moments d'inconfort, en fait. Peu importe, ça vient à nous et ça se déclenche en nous, quoi. Mais c'est quelque chose il y a vraiment quelque chose du rituel. Et quand tu as parlé de sushi, ça m'a fait penser au film dont on a un peu entendu parler, justement à propos de l'ASMR et
du film, je crois qu'il s'appelait Un jardin qu'on dirait éternel ou quelque chose comme ça, qui est sur un art asiatique à propos de, je sais pas, l'art du thé, je crois. C'est l'art chinois ou japonais à propos du thé, quelque chose de très ritualisé, etc., qui est un film euh, avec pas beaucoup de paroles, mais justement quelque chose d'un geste très maîtrisé, qui s'établit dans le silence, mais quelque chose de très maîtrisé et en même temps de réconfortant. Donc c'est vraiment, on retrouve aussi cette chose-là parce que je pense qu'aussi le rituel est quelque chose de la maîtrise peut forcément rassurer, hein. Donc on est aussi là-dessus dans l'admiration du geste technique et en même temps dans quelque chose d'enveloppant, puisque si on a en face de nous de la maîtrise ou quelque chose, c'est rassurant et en même temps c'est impressionnant. Donc on est un peu avec des yeux d'enfant en fait dans ces choses-là soit on ne maîtrise pas, soit on n'est pas ou qu'on ne sait pas expliquer. C'est un peu de la magie en fait. Je sais pas s'il n'y a pas aussi l'idée que le cerveau se met en mode automatique, en pilotage automatique. Parce qu'il y a les neurones miroirs dont tous les neurologues parlent quand ils expliquent la SMR, ce qui nous fait bâiller quand quelqu'un bâille, ce qui nous fait nous détendre quand on regarde quelqu'un se faire masser. Et je me demande aussi s'il n'y a pas ça aussi, quand on regarde le sushi se faire, ne sommes-nous pas nous-mêmes sushi? Quand on regarde un chat se faire brosser, ne sommes-nous pas nous-mêmes ce chat? Quand on voit une vitre en train d'être merveilleusement lavée, etc., ne sommes-nous pas cette vitre? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'empathie avec l'instant, quoi, comme si notre corps vivait le truc, quoi. Mais c'est automatique, c'est difficile d'expliquer ça, parce que en plus, quand on a envie, ça se déclenche pas toujours. Moi, j'ai vécu parfois des grandes frustrations. Je regarde peu de vidéos ASMR maintenant, parce que je manque de temps. C'est pas du tout que je dénigre aucunement, c'est que je manque cruellement de temps. Mais je me suis souvenu je me souviens de nuits, enfin peut-être pas des nuits, faut pas exagérer, mais de soirées où je cherchais la vidéo qui allait me déclencher, et puis jusqu'à presque piquer une colère parce que la vidéo de la veille ne marchait plus, puis je rembobinais, je me disais, mais pourquoi ça marche pas? Et plus je force, moins ça marche, quoi. Ça c'est le principe. Bah oui, bien sûr, c'est souvent quand on s'y attend le moins que ça va être le plus puissant. Comme toutes les choses qu'on essaye enfin, c'est le lâcher prise dont on parlait tout à l'heure, c'est forcément. Exactement. Forcément. Ce qui nous vient du coup à une question très traditionnelle de l'ASMR, mais d'ailleurs je vais peut-être la faire en deux en un. Toi, quelle a été ta première réaction à l'ASMR et du coup, quelle est toujours liée à l'enfance, je suppose, mais c'est quoi ta Madeleine de Proust sensorielle ou liée à l'ASMR? Alors, il y en a deux. Je me souviens d'un moment où j'étais vraiment très petit, où mes parents me laissaient dans une galerie marchande, c'était à Saint-Étienne, je suis né à Saint-Étienne, et pendant qu'ils faisaient leurs courses, c'était très commode de me laisser chez le coiffeur. Et je me souviens donc de ce moment où mes parents avaient un chariot et ils s'apprêtaient à faire leurs courses, et puis ils me laissaient seul dans le salon de coiffure, et donc il y avait... C'est vraiment Madeleine de Proust, parce que quand je parle de ça, j'entends encore le shampoing et je sens encore l'odeur de l'amande, le fameux shampoing à l'amande qu'on sent chez beaucoup de coiffeurs. Et puis aussi un vendeur de papier peint. Je me souviens que mes parents voulaient refaire le papier peint chez eux, et le vendeur leur montrait un catalogue et il tournait les pages. Et à cette époque-là, finalement, le livre était à mon niveau, quoi, au niveau de ma tête. Et il montrait avec un stylo, oui, vous pouvez prendre tel coloris, etc. Il montrait les textures. Et j'étais en transe, j'étais vraiment en transe, et j'étais hypnotisé. Je voulais que ça dure une éternité, quoi. Vraiment, ça c'est mes deux premiers souvenirs intenses. Et du coup, c'est quelque chose qui va... que tu recherches toujours, par exemple, moi, ça me fait penser à quand on doit aller refaire des cuisines dans des magasins de meubles, etc., avec des échantillons, les choses comme ça. Ah, c'est un bonheur, c'est évidemment que c'est un bonheur. Je crois que c'est ce que je préfère. Des boutiques de rideaux, des boutiques... alors j'y mets pas les pieds souvent, mais effectivement, la cuisine,
C'est tellement long pour un cuisiniste de tapoter sur son clavier, et puis de changer ça, puis de nous montrer ça, et puis d'ouvrir un autre classeur pour nous montrer une céramique, etc. On est aux petits soins, quoi. Et puis alors là, texture, sonorité, tout y est, quoi. Donc ouais, complètement. Sur l'ASMR maintenant, toi qui as 1000 vies, quelle influence a l'ASMR sur ton quotidien? Ça peut être ta pratique de l'ASMR ou alors toi en tant qu'auditeur et spectateur d'ASMR, dans ton travail, dans ta vie, quelle influence a l'ASMR sur ton quotidien? Mais il a changé ma vie, clairement. Elle a changé ma vie. J'aime bien féminiser parce que c'est une réponse. C'est une réponse de mon corps qui a changé mon corps et je mens pas, hein, qui a aussi changé mon corps. C'est-à-dire que ça m'a amené à la sophrologie. La sophrologie, c'est d'abord un retour au corps, hein, avant d'être la méditation, la visualisation. On commence d'abord par apprendre à ressentir ce que c'est que de respirer, à quel niveau, qu'est-ce que ça fait, etc. Et de manière plus globale, elle est un petit peu tout le temps là, l'ASMR, la princesse ASMR. Elle est là quand mes élèves coupent du papier, crayonnent. Elle est là quand ils cherchent un stylo. Et pourtant, je suis dans l'acte vraiment de donner quand j'enseigne. Je donne, donc je suis moins réceptif parce que ma concentration, encore une fois, les ondes de mon cerveau elles sont pas dans l'alpha, hein, en sophrologie on dit dans le sophroliminal, c'est un niveau de conscience très bas. Je peux pas, en fait, je dois être très vif d'esprit, surtout avec des ados, ils sont très demandeurs. Mais parfois il y a des petits moments où une colle, quelque chose, alors je me laisse avoir. Je me laisse avoir par ça. Ça peut être un coup de téléphone, ça peut être chez le coiffeur, ça peut être tout le temps, en fait. Tous ces moments. Je pensais aussi dans les salles de classe, peut-être, mais peut-être moins si on est en surveillance. Mais ces instants de demi-silence avec des élèves qui travaillent, qui crayonnent, etc. Quand il y a un silence absolument complet, sauf celui des feuilles, etc. Ça peut être aussi une ambiance qui est très enveloppante, là encore, non? Dans ces moments-là, c'est vrai. Mais même dans ces moments de silence, mon esprit n'est pas détendu. Il est encore une fois dans l'objectif à la fin de l'heure. Est-ce que tel élève y arrive? Dans l'idée de bien rester connecté à l'autre et de pas lâcher prise, en fait. Il n'y a pas de lâcher prise. Même si en pédagogie, on n'est pas dans le contrôle total, mais il y a vraiment une vigilance, quoi, avoir une hyper-vigilance sur les besoins des élèves, puisqu'il y en a une tonne. Cette année, j'ai 28 élèves en classe de 6e, donc pour apprendre l'allemand, c'est compliqué, parce que je peux pas être partout, et en plus, c'est une classe confinement oblige qui manque terriblement de maturité en termes d'autonomie, donc j'ai déjà eu droit à des papas, hein, ce qui m'est rarement arrivé dans mes années d'enseignement, mais il y a un aspect très enfant, quoi, très enfantin, très maître. Il m'appelle maître, il m'appelle pas monsieur. Donc non. En fait, l'ASMR, j'aimerais qu'il puisse avoir plus de place au collège, mais encore une fois, je suis plus dans le don, je me donne beaucoup dans ce travail-là, et du coup, je cloisonne beaucoup aussi dans ma vie. Quand je suis prof, je suis pas youtubeur. Quand je suis youtubeur, je suis pas prof. J'ai jamais fait un roleplay prof d'allemand, jamais. Quand je suis prof, je suis pas chanteur aussi, parce que je chante dans un duo avec mon meilleur ami, et je ne sais pas synthétiser tout ça. Peut-être un jour. Mais chaque chose a sa place. Mais d'ailleurs, je me demandais, est-ce que être professeur de langue, ça influence quelque chose sur la manière dont tu fais de l'ASMR, etc., la manière dont tu vas peut-être t'arrêter sur certains sons? Est-ce qu'il y a une maîtrise, quelque chose d'un peu musical dans l'usage des mots, de la langue, que toi tu pourrais retranscrire dans l'ASMR? Quand j'ai créé la chaîne, je faisais beaucoup de vidéos en allemand, en anglais aussi, et je pense que c'était un défi personnel pour parler, parce que j'ai peu l'occasion de parler allemand à part à mes élèves à Paris, et même les Allemands sur Paris parlent français, en fait. C'est pas très naturel de parler allemand quand on n'est pas dans le pays. Enfin, ça se fait naturellement, hein. Je suis en train de chercher la question, ça va me revenir.
Je te disais que par rapport à une mélodie de la langue qui pourrait t'influencer Ah oui, sur oui, ta pratique de l'ASMR. bien sûr. Ça m'influence beaucoup sur le sens des mots. Par exemple, un mot français qui peut paraître positif, comme le mot passion, par exemple. En allemand, c'est un mot qui est associé à la souffrance. Même quand on dit le piano est ma passion, on va dire Leidenschaft. Leiden, en allemand, ça veut dire souffrir. Et l'acception du mot passion en tant que souffrance, c'est quand on l'attribue au Christ. La passion du Christ, c'est la souffrance quand il rachète les péchés de l'humanité. Sauf que nous, en français, la passion, c'est un très beau mot. C'est ma passion, on imagine quelque chose de rouge, de beau, quoi, Et pourtant, de vivant. pourtant, on est aussi sur le sens de souffrance, du latin patior, Voilà. de la souffrance, mais c'est vrai qu'on a beaucoup moins ce sens un peu, oui, c'est ça, de dévotion, mais qui peut faire souffrir, mais quelque chose de beaucoup plus spirituel dans la passion, alors que c'est vrai que on a dans ces visions-là de la langue, et on peut avoir aussi ces différences-là. Tout à fait. Et à l'inverse, quand il y a des mots qui n'existent pas en français et qui existent en allemand. Par exemple, Heimat, c'est la patrie, mais c'est pas la patrie dans le sens pays, plus dans le sens du cœur, la patrie du cœur. Et il n'y a pas de mot en français pour décrire ce que c'est. Ma patrie du cœur. On peut très bien avoir son Heimat à New York, à Berlin, etc. Et ce mot-là, il résonne énormément, quoi. Il y a aussi le mot souvenir en allemand. Erinnern, Erinnerung, ça veut dire qu'on fait revenir de l'intérieur quelque chose qui n'était plus là en fait. Et en français, souvenir, c'est faire venir d'une strate souterraine ou quelque chose comme ça. Mais je le trouve encore plus fort en allemand. Ça vient de l'intérieur. Et du coup, cette décomposition des mots, des préfixes, des racines, ça devient très philosophique, hein, notre discussion. Mais l'ASMR, ça ajoute ça, c'est que ça m'arrive parfois de faire des vidéos dans plusieurs langues et de me rendre compte que l'effet est totalement différent. J'ai fait une vidéo sur les émotions, par exemple les monstres des émotions, et je me suis aperçu que les ressentis n'étaient pas les mêmes. Alors l'audience n'est pas la même non plus, mais moi-même, j'ai pas ressenti les mêmes choses, puisque une langue est aussi associé à... Alors ça, c'est encore plus difficile à expliquer. On peut pas parler de tout dans toutes les langues. On peut pas vibrer à tout dans toutes les langues. C'est-à-dire que moi qui parle allemand, je n'utiliserai pas l'allemand pour parler de ce qui va pas. Parce que c'est pas la langue pour moi de la résilience. C'est pas la langue des origines non plus. C'est une langue que j'ai apprise à l'école, au collège. La langue des premiers amours, de la découverte. À 13 ans, je suis parti tout seul, j'ai pris l'avion, mes parents m'ont lâché dans un avion. Je suis parti en Allemagne. Alors bien sûr, il y avait une correspondante de l'autre côté qui m'attendait, hein. Je ne suis pas parti à l'aventure tout seul, mais c'est ça pour moi l'allemand. Et du coup, ça restait ça. Il y a quelque chose de très pur, et ça va très bien pour l'ASMR parce que ça permet d'ajouter à cette douceur, quoi, à ce côté bulle de calme, bulle de douceur. Mais ça pourrait pas être... Je parle beaucoup, hein. Mais ça pourrait pas être la langue des bourreaux, par exemple. Pour moi, l'allemand est aussi la langue des bourreaux, des nazis, et ça a été une grande question dans les années 50. Comment refaire du beau à partir d'une langue qui a appartenu aux nazis, quoi, aux bourreaux. Et du coup, beaucoup d'auteurs considéraient que l'allemand était une langue souillée, pour cette raison-là. Et donc, il fallait aller chercher le beau ailleurs que dans les mots. Et ben moi, non. L'allemand, c'est vraiment ma langue de pureté, quoi, du cœur. Et il y a ce rapport-là, en fait, qu'on redécouvre avec l'ASMR. C'est pour ça que parfois, je vais même tenter des vidéos avec des langues que je ne comprends pas, parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement profond dans la sonorité, dans les langues tonales, comme le chinois, par exemple, ou alors d'autres langues d'Asie, hein, le coréen, je trouve ça très déclencheur. Et c'est tellement agréable de confronter son cerveau à un logos qu'on ne comprend pas, mais qui agit quand même, qui agit en tant qu'ASMR, quoi. Oui, mais il y a quelque chose... Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de... Bon, là, c'est va être mes ressources d'étudiants en sciences humaines qui vont ressortir un peu, et de l'être aussi, mais c'est vrai qu'on a aussi traditionnellement cette chose-là dans du romantisme allemand. Donc moi je pensais à Goethe avec
avec les souffrances du jeune Werther, etc. Enfin, toute cette littérature-là qui touche vraiment à ce romantisme allemand, et qu'aujourd'hui, c'est vrai que dans l'esprit d'une personne du XXIe siècle, l'allemand va pas aller directement à la douceur, mais va plutôt aller faire ce qu'on disait vers une violence, va pas trouver beaucoup de la beauté ou alors une sonorité qui chante dans l'allemand, et va préférer du coup plutôt une langue latine pour cette rondeur. Alors que, et je trouve que c'est quelque chose qu'on voit bien avec tes vidéos, c'est qu'on peut faire c'est que je trouve que tu véhicules bien ça aussi, c'est que on peut vraiment trouver de la douceur dans ce phrasé lent avec des che, avec des le, qui est qu'on trouve dans l'allemand, et qui peut être très apaisant et ralentir un ton, alors qu'une langue latine peut être parfois plus stridente avec des choses plus gutturales ou des choses comme ça qui sont peut-être moins agréables. Mais c'est vrai que je pense qu'on peut toujours trouver des choses qui marchent en fait dans les même là on s'y attendrait pas, et du coup l'allemand est une très l'ASMR en allemand est quelque chose qu'on voit bien. Par exemple, moi, j'ai essayé de trouver un peu dans cette même lignée de l'arabe, qu'on peut aussi parfois trouver dur par ses lettres, etc. Je trouve qu'il y a toute une poésie vraiment à l'oreille d'une littérature arabe qui est chuchotée, etc., de l'ASMR en langue arabe, qui peut aussi être vraiment doux et avoir cette lenteur-là, des mots qui viennent un peu caresser l'oreille, mais d'une manière différente que sur une langue latine, je trouve. Oui, tout à fait. Puisque c'est pour ça aussi que je suis devenu prof d'allemand, c'est pour cette raison-là aussi, de cette déchirure entre une langue qui était la langue des idéalistes, c'est-à-dire des gens qui créaient du beau pensant qu'ils allaient permettre à l'humanité de s'éduquer, de devenir meilleure, quoi. Un peu comme la catharsis des Grecs dans leur tragédie. Et puis finalement, l'aboutissement, c'est voilà, qu'on connaît, quoi. Et dont il a fallu se relever en termes de ce que l'humain peut faire, et de son éducation, et de ses démons aussi, en fait. Et bah oui, c'est tout ça. J'essaie à chaque fois de ramener un peu la discussion à l'ASMR, quoi. L'ASMR, c'est aussi la corporalité, c'est aussi le corps, et je me demande si c'est pas pour ça aussi que c'était un peu vu comme ça au début. Je crois qu'en Chine, c'est encore considéré comme pornographique, parce qu'on n'a pas une représentation du corps qui soit une vision propre de notre corps. Le corps, c'est aussi associé à... Je sais pas ce que c'est le terme qu'il faudrait utiliser, pas la bassesse, mais les pulsions. Oui, c'est ça, c'est toujours cette distanciation qu'on veut faire entre l'humain et l'animal, en fait. On dirait sombrer dans son côté animal, quelque chose qu'on ne saurait pas se maîtriser. On veut dépasser son corps par l'esprit, et le considérer un peu comme une machine, alors qu'il faudrait dépasser cette considération-là, puisqu'on ne marche pas en fait sans son corps, et que si on a tout intérêt à marcher avec, plutôt que de vouloir le transcender, vouloir être plus fort, etc. Parce qu'à un moment, on le voit bien avec les syndromes d'épuisement professionnel, les dépressions, à un moment. Voilà, j'allais parler de ça, ouais. Si on le ménage pas, le corps nous Exactement. lâche, quoi. C'est ça, c'est que la plupart d'entre nous oublient assez souvent que nous ne sommes pas que une étiquette sociale, un métier, un nom, un état civil et une liste de diplômes et tout ça, quoi. On est aussi un corps, un véhicule, et parfois ça compte pas, ou ça compte moins, alors que ça compte tout autant. Et le bien-être, il vient dans l'écoute que peut avoir l'esprit avec le corps, et que le corps peut offrir à l'esprit aussi, comme une espèce de réharmonisation. Et même si l'ASMR, c'est pas un exercice, c'est une réponse autonome, encore une fois. Mais il y a un peu de ça aussi. Je trouve que l'ASMR, c'est un peu un pansement, quoi. C'est un peu, je remets de l'esprit dans le corps, et je remets du corps dans l'esprit, et je te fais bien ressentir
à quel point tu as besoin de te détendre. Regarde toutes ces tensions que tu as, regarde, relâche-toi encore un peu plus et c'est agréable, quoi. C'est ajouter, c'est ajouter un peu de douceur, quoi. C'est ajouter un peu de Mm. douceur. Et je trouve que, d'ailleurs, transition, on retrouve sur ta chaîne et dans ton contenu un amour pour le chocolat. Voilà, avec toutes les créations autour du chocolat, etc., une certaine d'ailleurs sophistication d'en faire presque un objet d'art en fait du chocolat, mais toujours avec cette douceur-là. Qu'est-ce que ça dit selon toi, cette propension à mettre le chocolat comme un objet, bah oui, un objet un peu beau et magique et en même temps qui va amener une douceur. Alors ça pourrait avoir l'air fétichiste, ça pourrait donner l'impression que je sacralise l'objet, alors que c'est pas du tout le cas. Mais c'est déjà du sucre en fait, le chocolat. Avant d'être du chocolat, hein, c'est un bonbon, même si c'est plus qu'un bonbon. C'est un art qui est très complexe. Tous les pâtissiers diront que finalement, chocolatier, c'est la partie la plus difficile de la pâtisserie, j'allais dire, la pâtisserie, pardon, de la pâtisserie. Et donc, c'est à la fois un art, à la fois une finesse gustative, parce que on peut avoir des résultats très différents en fonction des crus de chocolat. Donc il y a un peu cet aspect conquistador, hein, malheureusement, hein, de ces fèves de cacao qu'on allait chercher de loin et qu'on va déguster. C'est une denrée rare, une denrée noble. Et c'est aussi une nourriture de l'âme. C'est aussi... Alors là, je suis en train de partir dans mes délires, mais je pense qu'il y a cet aspect réconfortant, parce que je ne veux pas faire de généralité, hein, mais la première chose qu'on irait prendre dans un réfrigérateur ou dans un placard pour se réconforter, ça va être le régilet ou la tablette de chocolat, parce que spontanément, il y a une onctuosité, ça fond dans la bouche, il y a ce goût très enrobant qui ramène au lait. Alors là encore, c'est de la psychologie de comptoir, mais le sucré, pourquoi est-ce que le sucré est plus réconfortant que le salé? Parce que c'est le lait maternel, quoi. C'est ça, hein, le goût originel du sucre. Et donc pour moi, c'est pas ça, c'est pas que ça, heureusement. c'est juste déjà une passion, parce que pour moi c'est un art, le chocolat. Et puis c'est mon petit côté image d'Épinal de Paris, mon petit côté Amélie Poulain. Je trouve ça beau en fait, je trouve ça tellement beau, une chocolaterie. Et tout ce qu'on peut lire du chocolatier qui a fondé sa chocolaterie, que ce soit du ruban, que ce soit de la forme, des choix, des couleurs, des parfums, des audaces de mélange, un peu comme Pierre Hermé avec ses macarons. Honnêtement, j'aime surtout le chocolat avant d'aimer les chocolats, ganache, etc. Moi, une bonne tablette, ça me suffit largement. Et beaucoup me disent, mais t'as des goûts un peu de bobo, quoi. Tu te donnes un genre, mais malheureusement, quand on touche vraiment à ça, quand on s'y intéresse, c'est comme le vin, c'est comme le café. Plus on creuse, plus on découvre ce que peut être un voyage sensoriel. Et on revient au sensoriel. Goûte une tablette goûte un carré de chocolat, prends 5 minutes avant de le mettre dans la bouche, observe la texture, c'est ce que je fais de toute façon, face à une vidéo en fait, hein. Mettons en action tous les sens avant que ce soit juste le goût. Observons, qu'est-ce que ça fait de le rapprocher des lèvres, qu'est-ce que ça crée comme émotion. Moi j'adore jouer avec ça, c'est un travail qu'on fait en méditation, en sophrologie, sur les 5 sens. On peut faire ça avec un petit grain de raisin, et franchement, quand le chocolat il arrive dans la bouche, il n'a pas le même goût que si on l'avait porté à ses lèvres spontanément, parce que c'est explosif, c'est vraiment explosif. Et c'est un petit peu ça aussi, le chocolat dans mes vidéos, c'est le fait déjà de prendre ce temps, de s'accorder ce temps, de considérer ce moment du chocolat comme un moment de bonheur, parce que le bonheur, ça fait partie de ça, dans l'instant présent. C'est les choses dont on peut décider, que l'on peut décider, pardon, dans ma journée, là où je suis acteur de ma vie. Qu'est-ce que je décide de faire? Si je décide de manger du chocolat, je le fais en conscience. Je le fais parce que je veux me faire du bien, je veux m'accorder du bien. Et voilà, c'est pas du tout pour inciter à la confiserie ou ce genre de choses. C'est juste qu'il y a de la beauté en fait. Il y a un travail, il y a un savoir-faire, et que c'est compliqué de faire du chocolat. C'est un vrai art, un véritable art. Il y a deux choses qui me viennent en tête, deux images, quand tu me parles de chocolat et la manière dont manger le chocolat. C'est
c'est tout d'abord Charlie et la chocolaterie, Willy Wonka, cette fantaisie du chocolat, voilà, de quelque chose dont là on est vraiment à outrance, hein, surtout avec le film de Burton, on est vraiment dans le chocolat, dans tout ce qu'il a de plus gargantuesque. Et, euh, et aussi Mhm. dans l'image de savourer, mais ça c'est plus du coup globalement, mais comme tu disais, comme pour un vin, comme pour être vraiment dans l'instant de la dégustation. Le terme dégustation est d'ailleurs tout trouvé pour ça, puisque c'est vraiment la question de déguster, c'est d'abord, c'est vraiment quelque chose de tout à fait sensoriel, puisque c'est voir avec ses yeux, c'est entendre, etc. Et moi, du coup, il y a tout de suite l'image aussi de Ratatouille qui me vient, dans le fait d'apprécier ce qu'on mange, voilà, de toutes ces bulles de couleurs qui peuvent se mélanger, etc., dans Mhm. l'esprit et dans le mélange, vraiment dans le goût. Et c'est vrai que tout ce qu'il y a autour de ça, quand on déguste quelque chose, on en prend toute la dimension qui peut nous traverser. Pour revenir à la l'ASMR, je trouve que justement l'objet de la tablette de chocolat, c'est idéal pour ça, parce que même une tablette de chocolat du marché, on a d'abord le côté un peu sticky du carton, puis ensuite le crinkly de l'aluminium, et ensuite on a cette tablette de chocolat qui a découpé, etc., qui est quelque chose de très géométrique. Donc pour moi, c'est vraiment un objet qui pourrait très bien caractériser l'ASMR et de tout ce qu'il y a de satisfaisant autour de ça. Et ensuite, dans le goût, bien sûr, C'est aussi. ça, bien sûr. Et puis c'est une exploration infinie, c'est-à-dire qu'on peut partir du chocolat Kinder. Moi, j'ai rien contre Kinder, hein, si ce n'est que c'est un bonbon avant d'être un chocolat. C'est une sucrerie, mais ça passe par effectivement des souvenirs d'enfance, l'aspect sucré enrobant, et puis pour en revenir au grand chocolatier, il y a dès effectivement l'emballage, il y a une histoire, quoi. Il y a vraiment l'histoire de la personne, ce qu'elle a voulu montrer du chocolat. Est-ce qu'on est dans le ruban? Est-ce qu'on est dans quelque chose d'ultra moderne? Est-ce qu'on est dans quelque chose de très sobre ou au contraire de très enfantin? J'ai fait une vidéo de Pâques récemment où vous pouvez voir que les œufs pouvaient être à la fois un peu psychédéliques, c'était presque un peu flippant chez Edward, avec des personnages très naïfs, et puis un aspect très sérieux chez La Durée, qui a fait appel au chocolatier Chapon pour faire presque un œuf de Fabergé. Donc ça part dans toutes les directions. C'est un peu comme... encore une fois, je ramène ça à l'ASMR, mais l'ASMR, c'est un peu comme une plume, c'est une narration, et chacun y met ce qu'il veut. Et le chocolat, c'est un peu aussi une manière de s'exprimer. C'est un matériau qui se mange, certes, mais à partir duquel on peut sculpter, et on peut sculpter ce qu'on veut. On peut confire des fruits, on peut enrober, ça enrobe aussi, comme l'ASMR. Comme Oui, la fontaine de chocolat. Souvent, je fais une méditation qui s'appelle la fontaine de chocolat. Imaginez que son corps se liquéfie la tête aux pieds. quel programme. C'est sur du chocolat. Mais d'ailleurs, il me vient une question et j'arrive pas très bien à en éclairer, alors, mais c'est sur l'appréciation, je trouve, des différents types de chocolat, en fait. On dit souvent que en avançant dans l'âge, on va aller se tourner vers un chocolat qui va de plus en plus se rapprocher du cacao, avec de moins en moins de sucre, aller chercher l'amertume, etc. Est-ce que tu vois quelque chose, toi, dans l'adulte, d'aller chercher plus le sucre ou dans l'amertume? Comment tu vois comment t'analyserais la différence de choix de chocolat et d'appréciation qu'on 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 mettrait autour de ça? Il y a plusieurs grilles de lecture. Il y a la grille gustative, simplement, qui va être qu'est-ce que ça fait à mon palais? Est-ce que j'aime les goûts? Est-ce que je suis plus sucré? Est-ce que je suis plus salé? Est-ce que je suis plus ceci, cela? Simplement, hein. Et puis, il y a l'aspect, pour moi, psychologique. C'est que on peut aussi compulser dans tout ce qui est sucré. Ça reste tout à fait humain, hein. C'est pas du tout une maladie que de faire ça, mais on peut aussi avoir ce besoin, moi le premier, de manger du chocolat pour revenir à un réconfort, revenir à une sensation, une émotion qui nous ramène au cocooning, quoi, le cocooning de l'ASMR, au même titre d'ailleurs que l'ASMR. Donc il y a ça, il y a aussi l'aspect addiction. Le sucre est enfin, je vais pas dire que c'est une drogue, mais euh, on peut vraiment devenir dépendant, quoi. Son petit dessert sucré, au sucre qu'on met dans le café, au sucre qu'on met dans le chocolat chaud ou dans le thé. Tout ça, c'est une question de dosage aussi. Donc c'est toujours multifactoriel, hein. Ce qui est intéressant, c'est surtout de savoir en conscience pourquoi est-ce qu'on met du chocolat dans sa bouche. Pas tant
pas tant de généraliser, mais quand on le fait, de le faire en conscience. Si je le fais, pourquoi est-ce que je le fais? De quoi est-ce que j'ai besoin dans l'instant? Est-ce que je veux me réconforter? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que c'est mon goûter? Est-ce que je suis triste et que je veux m'apporter de l'amour? Alors, est-ce que c'est 3 tablettes ou est-ce que c'est juste un carré? Voilà, tout est dans le dosage en fait. C'est comme la SMR, hein, tout est dans le dosage. On parlait tout à l'heure du coup de ces tablettes de chocolat comme des œuvres d'art, etc. Toi, on voit que tu as vraiment pris sur l'art et dans tout ce qui est culturel, vraiment une place dans ton travail qui est prépondérante. On pense à ce que tu as fait à Versailles, au Louvre et plus récemment au Clos Lucé. Est-ce que tu te sens une mission culturelle à travers l'ASMR ou quelque chose du partage, du patrimoine, quelque chose comme ça? Peut-être plus du partage que d'une mission, parce que j'ai jamais souhaité montrer une performance. Je pourrais pas me vanter d'être youtubeur ASMR, hein. Pour moi, c'est quelque chose que tout le monde peut faire, à ceci près qu'il y a peut-être des aspects techniques à maîtriser, hein, mais pour moi, c'est pas du tout un talent, hein, l'ASMR. Par contre, c'est vrai que je me suis même pas dit, hein, ça s'est fait comme ça, en fait, naturellement, que dans la contemplation d'une œuvre, quand on est sensible à l'art, on peut peut-être remettre du corps là-dedans, et pourquoi pas passer par l'ASMR. Alors ça fait bien sûr que ce ne sont pas les vidéos les plus relaxantes, on n'est pas dans du minimalisme, on est dans quelque chose qui reste un peu informatif. Le but, c'est aussi de respecter ça. Alors le premier court-métrage que j'ai fait au Louvre, c'était peut-être un peu trop dans le corps et un peu moins dans les idées. Et à Versailles, j'avais envie de remettre un peu des idées dans ces vidéos-là, parce que je trouvais que ça se répondait bien, et du coup ça embarquait des gens aussi qui n'étaient pas du tout réceptifs à l'ASMR, hein. Comme ça a pu déplaire peut-être à des gens qui aiment se relaxer avec l'ASMR. En faire une mission, non, mais je pense juste que ça me correspond, en fait. Comme je disais, l'ASMR, c'est un peu une narration, c'est une plume. Et sur Internet, on a Made in France ASMR qui excelle dans le talent cinématographique, dans le travail de l'image, parce que c'est sa vérité. Sa vérité. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'il veut emmener l'ASMR avec lui. C'est son empreinte, c'est sa manière de faire, et puis c'est son histoire aussi, hein. Il a fait l'ESRA, il a fait une école de cinéma. Bon de mon côté, c'est peut-être ça, c'est peut-être mon côté prof, mon côté pédagogue qui dit tiens, peut-être que je vais pouvoir me servir de la ASMR pour transmettre. Alors je ne m'en sers pas en cours, hein. J'ai ma carte de réduc des musées, ça y est. Ouais, il y a un peu ça. Non, je pense qu'il y a peut-être l'aspect curieux tout le temps, en fait. Tout le temps à questionner, à se dire tiens, ça tu pourrais l'utiliser pour tes élèves, ça tu pourrais en faire quelque chose, comment tu pourrais transmettre ça? Et c'est pour ça que j'en ai fait un outil, une super alliée, l'ASMR aujourd'hui. C'est mon outil de base en sophrologie, alors que la sophrologie ne dépend pas du tout de l'ASMR, bien au contraire. On est dans une manière de parler qui est plutôt aujourd'hui une manière tonique, et j'ai souhaité revenir, parce que c'était plutôt la sophrologie des années 60, j'ai souhaité revenir à une sophrologie à la limite de l'endormissement, avec l'aspect chuchoté, parce qu'on crée un cocon, on crée une bulle dans laquelle on peut lâcher prise, quoi. Et pour la culture, c'est pareil. Je pense que c'est un vecteur incroyable, en fait. L'ASMR n'est pas qu'une fin, c'est aussi un outil fabuleux. Tout à fait, ouais. Et justement, par rapport à ça, je me demandais, du coup, toi, tu vas porter ce message-là, mais de l'ASMR à travers des grands lieux, des lieux d'histoire, etc. Est-ce que tu te sens de faire, de faire rayonner l'ASMR? Est-ce qu'une certaine âme d'ambassadeur de l'ASMR pour montrer ça au plus grand nombre et peut-être ouvrir les gens à ça? Est-ce qu'il y a aussi ça dans cette démarche-là? C'est une très bonne question. Je sais pas. Honnêtement, alors c'est quelque chose que je ne calcule pas. C'est-à-dire que je me fais pas un planning en me disant tu vas faire cette année tu vas faire 4 projets grandioses, etc. Un projet en amène un autre, hein. Quand j'ai fait alors, pour la petite histoire, quand j'ai fait le Louvre, j'avais fait une interview pour le magazine L'ADN. Et ce magazine a l'excellente idée de réunir au bain-douche toutes les personnes qui sont intervenues dans leur magazine.
Donc je me suis retrouvé assis pour ce dîner à côté du conservateur du musée du Louvre. Et donc forcément, moi quand il se passe des choses comme ça, je saisis, je remercie la vie, je le sens, enfin il n'y a même pas besoin de le sentir, quoi. C'est tout tracé, ces instants. Je lui ai parlé de mon projet et il a compris et il m'a dit tout de suite, prends mon numéro, on va faire ça, on va passer par une méthode un peu plus rapide parce que sinon tu pourras jamais tourner au Louvre, c'est impossible, ou ça va être très compliqué. Et puis je suis passé par le service de la communication, quoi. Et une fois que j'ai fait ça, que j'ai eu ce sésame-là, j'ai démarché le château de Versailles, et le château de Versailles connaissait déjà le projet avec le Louvre, donc du coup la voie était ouverte, quoi. Et suite à ça, donc le Clos Lucé m'a contacté, a tombé sur la vidéo, et voilà, il y a d'autres personnes qui m'ont contacté qui aimeraient que je travaille avec elles, et il y aura d'autres choses encore dans ce sens-là, mais maintenant, maintenant que la roue tourne, que le truc, enfin la roue tourne, c'est pas le bon, maintenant que la marche est lancée, quoi. La machine est lancée, ça se nourrit, voilà, merci. Ça se nourrit tout seul, et du coup, c'est des rencontres, c'est vraiment fabuleux. Et là, pour le coup, égoïstement, je tire beaucoup, beaucoup plus d'enrichissement de ce genre de projet, où je sors de chez moi. En fait, je crois que j'ai ce besoin-là de sortir de chez moi, pas parce qu'on est confiné, hein, de montrer que la SMR, c'est dans la vie, que c'est partout, que c'est un possible, plus loin, possible, une possibilité qui s'offre tout le temps. Et il faut simplement essayer de s'en saisir, de la capter. Alors c'est un vrai challenge, parce que du coup c'est des moments de tournage qui sont pas du tout calculés, c'est-à-dire qu'il faut d'abord venir vers le lieu, enfin dans le lieu, et ressentir le lieu. Moi je peux pas écrire un truc, c'est le mot que j'ai interdit à dire à mes élèves, on dit pas un truc. Je m'interdis d'écrire un script avant même d'avoir découvert le lieu, parce que le principe de l'ASMR, ça n'est pas de raconter une histoire, c'est de laisser la parole à quelque chose, à un matériau, à une ambiance, une atmosphère, et puis après, évidemment, de l'intellectualiser un peu pour mettre des mots, et puis assembler tout ça, les images, etc. C'est une composition. Mais la matière première, c'est l'instant premier, en fait. Et je me suis disputé une fois avec un réalisateur de film qui voulait faire une application sur le sommeil, etc. Et puis, ça s'est pas fait parce que tout était écrit, en fait. Il y a un moment, j'ai dit stop. Il dit, c'est pas ça, la SMR. C'est pas du cinéma. Moi, je suis pas acteur. Je suis dans la vie. C'est un talent d'être comédien. Moi, je suis pas comédien. À la rigueur, je suis chanteur, mais ça marche pas trop pour la SMR. Et c'est ça. La SMR, c'est la vie, c'est la spontanéité, c'est dans l'instant. Il faut le saisir. Il faut réussir à le saisir. Ouais, mais même là encore, ça peut être un peu être psychologique comptoir, mais dans cette idée de sortir, il y a aussi cette idée, je trouve, d'ouvrir vers le monde, en fait, de sortir de cette bulle pour agrandir la bulle, en fait, ouvrir, mettre le projecteur sur quelque chose d'autre, et pas forcément, justement, puisque c'est quelque chose d'assez instinctif, comme tu le dis. Donc, par exemple, si tu vas au Louvre, tu te dis pas il faut absolument il faut que j'ai la Joconde, la Vénus de Milo. C'est quelque chose de beaucoup plus instinctif, comme tu as dit, mais il y a tout à fait. Il y a cette chose-là d'ouvrir aussi vers le monde, de faire découvrir à travers ses sens, puisque du coup, comme c'est vraiment ton expérience que tu retranscris à travers la vidéo, mais de faire partager l'essence d'un lieu, en fait, et même l'essence d'un lieu à un moment T, en fait, de la manière dont tu l'as ressenti, etc. D'ouvrir ça vers le monde, et juste à travers les sensations, en fait, d'être vraiment dans l'intime, à l'intérieur de soi, dans quelque chose dans un lieu grandiose, dans un lieu qui est visité par des millions de personnes, en fait. C'est vraiment le point un peu au milieu de la foule, si je peux le dire comme ça, quoi. Oui. Et pendant que tu parles de tout ça, je reconnais qu'il y a un aspect très narcissisant aussi, c'est que quand on regarde ces vidéos, sur ma chaîne YouTube, on me voit moi, en fait, hein, moi mis en scène au centre de l'image, donc il peut y avoir un aspect très narcissique quelque part, mais c'est pas du tout le but, hein. Même si peut-être que mon ego s'en saisit d'une certaine manière, mais c'est plus une invitation à aller chercher, peut-être pas le savoir, mais aller chercher, si on peut dire ça, peut-être le savoir, la culture, par un aspect très humble que peut être le corps. Je suis pas obligé de lire. Bon, alors dans l'art moderne, ça serait un peu plus compliqué, mais devant
je sais pas, une sculpture du Bernin, devant un tableau de Léonard de Vinci, avant de vouloir absolument savoir à quelle époque il a peint ce tableau, dans quelle époque artistique on peut le ranger et pourquoi, etc. Simplement partir de soi en fait. Le point de départ de la curiosité et du savoir, c'est soi, c'est pas l'extérieur, c'est pas la théorie. La théorie, elle changera dans 100 ans. Tout ça, le corps lui change pas quoi. Et la perception, elle est là. Et en plus, finalement, au Louvre, j'ai pas du tout parlé de Vinci, mais ça m'a rattrapé. Quand il est arrivé au Clos Lucé, il avait la Joconde avec lui. Et effectivement, quand on s'intéresse à ça, c'est l'art de l'observation de Vinci. Je suis sûr qu'il aurait été sensible à l'ASMR. Passer des heures devant une peinture sans rien faire, sans mettre un petit coup de pinceau, juste à méditer, à chercher la finesse, la justesse. Oui, mais je trouve que dans ces vidéos-là, toi, ce que tu fais, c'est un peu être un passeur, c'est une main tendue, justement, parce que si on doit le raccrocher au corps, c'est vraiment une main tendue, c'est tu tends la main et ouais, tu tends la main et tu emmènes en fait avec toi, mais un peu comme dans c'est un peu- excuse-moi pour la métaphore, mais un peu comme un petit train en fait, avec des yeux d'enfant, avec un petit train, on va voir un peu l'extérieur dans un certain cadre, mais on peut regarder un peu partout en fait. On a les yeux qui peuvent vagabonder et on est libre de voir ce que l'on veut et de ressentir ce que l'on veut aussi. Bien sûr. Et c'est pas du tout encore une fois, hein, c'est pas du tout une performance. Hein. Quand je fais ça, que j'en parle, alors l'ASMR intéresse les journalistes parce que je pense que c'est très en vogue, mais il n'y a pas du tout d'envie de prouver quoi que ce soit. C'est vraiment pour ça j'ai la musique, pour ça j'ai d'autres manières de m'exprimer. L'ASMR c'est simplement une manière de me rapprocher moi-même des choses, de ressentir des choses et de redéfinir mon lien au monde et je m'y retrouve bien dans la ASMR. Donc c'est pour ça que je fais ça aussi. Hein. Je suis très très attiré par le beau, très sensible à ce genre de choses et peut-être même parfois un peu trop, mais la lenteur de la ASMR permet cette communion avec avec du chocolat. Alors ça peut paraître ridicule quand on tombe là-dessus, mais encore une fois, le bonheur commence là, commence dans les 5 sens. Les 5 sens sont les ministres de l'âme, comme disait Léonard de Vinci. Et question un peu provocatrice, mais dans ce sens-là, est-ce que selon toi, on aura un jour fait le tour de l'ASMR? Pas de notre vivant, puisque le fonctionnement du cerveau reste encore un mystère. Il suffit par exemple de voir comme la physique classique et la physique quantique sont deux mondes complètement différents. On ne peut pas expliquer l'origine de notre monde à partir de la physique, par exemple. Hein. On ne peut pas dire qu'il n'y avait rien, qu'il y a eu quelque chose à partir de rien. C'est pas possible dans les lois de la physique. 0 égale 0. Je pense qu'on est loin aussi de comprendre tous les mécanismes du cerveau. Moi, j'ai l'intuition qu'on est dans une phase où les sciences sont très dans l'effet loupe, c'est-à-dire qu'on ne syncrétise pas. On a d'excellents cardiologues, enfin, on est spécialiste de tout, mais on regarde tout à la loupe. Et je suis sûr que dans 200 ans, il y a des choses qui vont se relier, une vision du corps un peu plus holistique. Alors, je dis pas ça pour faire de la pub à la naturopathie, hein. Mais je pense à d'autres médecines comme la médecine chinoise qui pense en termes de méridiens, d'énergétique. On n'est pas du tout dans ce délire-là. Dans 100 ans, on ne soignera pas du tout la dépression comme aujourd'hui. On ira chercher la sérotonine dans les intestins et plus forcément dans les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, enfin les antidépresseurs, quoi. Je pense qu'on est trop dans la loupe et on devrait prendre de la... Enfin, j'ai rien à dire à personne, hein, mais je pense que la médecine, elle est comme ça. Elle est dans le pointillisme actuellement. Et il y aura du lien entre toutes choses. La seule chose qu'on ne saura jamais faire, c'est expliquer la foi, expliquer nos origines, d'où est-ce qu'on vient et où est-ce qu'on va. Pour moi, c'est des choses qu'on ne saura jamais expliquer. Ça nous dépasse complètement et ça nous dépassera toujours. Par contre, le fonctionnement de notre cerveau, aussi complexe soit-il, j'ose imaginer qu'un jour on saura faire. Google a déjà déposé des brevets sur la greffe de mémoire. Alors, ça ne veut pas dire qu'on se résume à notre mémoire, mais c'est quand même intéressant aussi.
Ouais, tout à fait. Et dans le, et dans le genre, à notre petite échelle de créateurs de contenu ASMR dans la sphère de YouTube, est-ce que tu penses qu'un jour, euh, on aura fait le tour de la ASMR? Est-ce que c'est juste une mode? Est-ce que, comment tu vois le futur de la création ASMR aujourd'hui? Est-ce que ça va être toujours des vagues de nouveaux créateurs? Il y aura une prime à la nouveauté? On va passer sur quelque chose de la ASMR lifestyle? Est-ce que la ASMR s'arrêtera? Enfin, comment tu vois le futur de l'ASMR, mais dans le cadre de la création de contenu? Alors, dans le cas de la création de contenu, ça va évoluer peut-être avec des modes. Il y a forcément des choses qui feront écho à notre quotidien et qu'on n'a pas aujourd'hui. Peut-être un dispositif technique, peut-être un phénomène sociologique, sociétal, quel qu'il soit. Ça, c'est une première chose. Je pense pas que la SMR disparaîtra des plateformes, parce que c'est comme demander si un jour on arrêtera de masser. On n'arrêtera jamais de masser. Il y aura toujours des choses qui iront dans ce sens. Par contre, pour ce qui est de la SMR par rapport à l'idée de l'intimité, je pense qu'il y aura toujours cet aspect. Il y aura jamais de. Je pense, il y aura jamais de vrais instituts. La SMR, on vient vous caresser le visage et passer des araignées sur le. Surtout en plus avec les conditions sanitaires dont on n'est pas prêt de sortir. Je pense qu'on sera plus après dans des variants qui reviendront à répétition, et puis cet hygiénisme qui nous rattrape et en même temps qui nous protège un peu plus. Mais je pense que ça va vraiment changer le rapport au corps et entre les gens, entre le corps des gens, ce masque sur le visage, etc. Et en même temps, moi je pense énormément, je m'y suis un petit peu prêté quand c'était les balbutiements, à la réalité virtuelle. Je pense vraiment que d'ici quelques années, quand ça va devenir vraiment quelque chose de type un peu holographique, qu'on arrivera vraiment à se reproduire dans une pièce avec quelqu'un, et ça viendra vite. Moi je vois bien des roleplays, des choses comme ça, un petit peu en anonyme, parce qu'on sera chez soi, on sera dans son cocon, en sécurité, mais plus ça deviendra réaliste, plus ça sera intense, et je pense que la technique qui servira à ça va être la technique dont se saisira la communauté ASMR. Par exemple, actuellement, moi c'est un peu mon souhait, là je suis en train de m'équiper pour faire du stream. Il y a la plateforme de Twitch qui est beaucoup plus stable pour le stream, en termes sonores, en termes visuels. Bon bah voilà, la ASMR est en train de se développer depuis déjà pas mal de temps. Moi j'arrive un peu en retard, mais c'est quelque chose dont la ASMR se saisit. Voilà. Après, ça se fait pas à partir d'une personne, quoi. C'est un glissement de communauté. Il y a plein d'applications qui ont essayé d'aspirer la communauté ou de l'attirer ailleurs, et on voit que ça ne fonctionne pas, parce qu'il y a déjà tout sur YouTube. Il y a vraiment tout. Il y a un contenu qui est gratuit, ça fonctionne très bien, il n'y a pas forcément besoin de plus, mais si un jour YouTube passe à la réalité virtuelle, et ce qui sera le cas, peut-être une autre plateforme, je pense qu'on sera d'autant plus heureux dans des formats très réalistes, voire même avec le toucher, avec un peu comme dans le film de Spielberg, Ready Player One. Je suis sûr qu'on y viendra, quoi. On visitera de tout son corps un institut, on s'allongera et on sentira peut-être l'araignée métallique sur le crâne. Moi, je crois très fort en ça. Et en même temps, ça m'effraie énormément que le virtuel devienne un jour une autre réalité, en fait. Moi, retraité, je me vois pas grabataire sur un fauteuil. Moi, je me vois dans un corps. C'est triste ce que je dis, mais je vois un peu le futur de l'humanité comme ça. Je vois un peu les vieillissants être dans des corps virtuels, et fatalement, parce que le désir de l'homme, c'est de pouvoir rester sur cette terre, même si la vie ne veut pas que nous vivions, nous, éternellement. La vie, c'est justement l'évolution, et pour ça, il faut que nous mourions pour aller pour laisser la place à des êtres plus évolués, qui seront peut-être encore plus sensibles à l'ASMR. Mais justement, sur ça, tu as tout de suite rebondi dessus, mais toi, tu as justement pris part à des expériences de spa ASMR dans la vraie vie. Je pensais, là, pour préparer cet entretien, j'avais
revu ce qu'avait fait Whispers Red, c'est ça. Oui. Ou alors, donc déjà ça, c'est sur ce qui se fait dans les spas ASMR, etc. Et puis même toi, ce que tu peux faire à travers la sophrologie, etc. avec des vrais gens. Et aussi, dans le côté de l'évolution de l'ASMR, je trouve que c'est assez intéressant si les gens se tournent vers Twitch aussi pour l'ASMR, parce qu'il y a cette chose-là de partage encore plus direct qui va aussi avec cette chose-là d'un contact plus direct, en fait, avec le Totalement. créateur. Et totalement. Et en plus, c'est un besoin qui est, je pense, je parle pas au nom de tous les créateurs, parce que je pense qu'il y en a qui sont très bien chez eux et à rester chez eux. Mais personnellement, moi, égoïstement, j'ai besoin maintenant de... Ça doit faire 6 ans, je crois, que je fais Ça doit faire 6 ans, oui. Un peu plus de 6 ans que je fais des vidéos ASMR. Et maintenant, j'ai un véritable besoin d'interaction. C'est-à-dire que si je dois continuer de créer ce contenu qui est quand même très minimaliste, je compte sur ma communauté. C'est-à-dire sur leurs idées, sur leurs envies. Alors parfois, je m'écoute, heureusement. C'est aussi ce qui fait la personnalité, je pense, d'une chaîne, c'est de pas non plus céder à toutes les demandes, mais une communauté, c'est très communautaire, la ASMR, très, c'est pas du tout pyramidal. Le créateur de contenu, il est là pour échanger, quoi, et c'est ça qui fait le plaisir du vidéaste que je suis. Encore une fois, je sais pas si les autres prennent plaisir à ça, mais moi j'ai un énorme besoin de... J'ai déjà fait des salons zen où les gens viennent et on peut vraiment parler de « et toi tu ressens quoi ? Et ça te fait quoi ? Et qu'est-ce que ça t'apporte ?» etc. Et puis d'un point de vue à nouveau égotique, ça fait du bien de sentir que ce qu'on fait sur ASMR, moi, n'importe quoi, sur YouTube, ce qu'on fait sur YouTube aide vraiment. C'est pas du pipeau, quoi. C'est vraiment... c'est pas de la magie, c'est pas le syndrome du sauveur non plus qui veut sauver l'humanité, mais à notre petite échelle, il y a des gens à qui on offre des sourires, qui se mettent à sourire, il y a des gens qui mangent ce positivisme, c'est une vraie nourriture de l'âme, c'est pas juste de la détente, quoi. Il y a cette bienveillance qui fait un bien fou. Et ça, je trouve que c'est toujours exceptionnel, en fait, quand on reçoit un message, etc., de remerciements, etc., je trouve qu'on est toujours un peu dépassé, parce que on se dit finalement, moi j'ai pas fait grand chose en fait, j'ai juste fait passer quelque chose à travers mon micro, à travers mon image, mais la manière dont ça va toucher les gens, ça me chamboule toujours, parce que je trouve que comment ce qu'on peut dire et ce qu'on peut faire entre en résonance chez les gens, et comment ça va les toucher, les marquer, rentrer même dans leur quotidien, et je trouve ça totalement époustouflant, quoi. Époustouflant, magique, résilient. Pour moi, elle est là, la magie. On touche à quelque chose de... Je ramène pas ça qu'à l'ASMR. Je pense que l'ASMR fait partie de cet immense truc où c'est magique, en fait, d'être relié, d'être dans la bienveillance, d'être dans l'écoute. Il suffit de voir... dans la vie, comme les groupes de parole, quels qu'ils soient. Il y a des groupes de parole pour tout. Pour les personnes qui ont été victimes d'abus, pour les personnes victimes d'addiction, souffrant d'addiction, pour des groupes d'hommes, des groupes de femmes, sans une demande quelconque, parce que c'est très résilient d'être en cercle comme ça, de s'offrir une écoute, de se laisser ce temps de parole. Alors là, on l'a royalement, le temps de parole, en tant que créateur de contenu. Mais revenir à cette bienveillance, parce qu'elle existe, c'est revenir à une fréquence chez l'homme qui est là, de toute façon, parce que les discours quand on parle de souffrance animale en disant que l'homme est absolument un monstre, etc., l'homme n'est ni bon ni mauvais. L'homme canalise juste parfois des émotions très fortes et destructrices, autant envers lui-même qu'envers d'autres formes de vie, qu'il peut aussi canaliser voilà, je mets mes propres mots, mais moi je le dirais comme ça, qui canalise quelque chose d'un peu plus haut, qui nous élève, qui nous soigne. J'ose dire le mot soigner. On peut se soigner dans l'écoute, on peut se soigner en aidant l'autre. L'entraide, c'est magique, et mine de rien, même si c'est un peu que dans un sens, l'ASMR, c'est ça aussi. C'est offrir quelque chose de soi. Alors ça, c'est encore très personnel, parce que je pense que tout le monde ne serait pas d'accord avec moi, mais l'ASMR, c'est 50% le son,
50% ce que tu donnes de toi. Alors ça veut pas dire donner de ta vie privée, mais vraiment donner, quand t'es face à ta caméra, tu donnes une intention, quoi. T'es vraiment là, t'es pas là pour te faire de l'argent parce que YouTube fait de Je suis l'argent, d'accord, ou t'es mais pas là pour être vu, tu vois. je suis d'accord. Et c'est pour ça que je trouve que, j'en discutais aussi avec d'autres créateurs ASMR, mais je trouve que enfin, intérieurement, on sent quand en fait c'est pas fait par, enfin, si c'est fait machinalement, s'il n'y a pas l'envie derrière, s'il n'y a pas cette envie de partage, je trouve que ça se sent et qu'il n'y a pas le lien peut pas se créer en fait, puisqu'il n'y a pas cette idée de vouloir installer la connivence, d'y aller, d'être pédagogue dans son approche. Et si c'est juste quelque chose de mécanique, il n'y aura pas ce partage-là, etc. Ces choses-là à partager, c'est quelque chose, je trouve, qu'on peut ressentir en fait en tant que spectateur, et quelque chose, ouais, qui se voit, quoi. Ça se voit fatalement, et puis après il y a l'aspect personne, c'est que, encore une fois, quand on achète un livre, on va pas forcément l'aimer. Quand on regarde une vidéo ASMR, on va pas forcément l'aimer, puisque une personne peut nous revenir, une autre non, et vice-versa. C'est aussi très communautaire, c'est très communauté dans la communauté, même si on est tous reliés par ce merveilleux lien qu'est cette sensation physique. Ça, c'est pas universel, c'est ça qui est fou, et je pense, c'est ce qui nous unit encore plus, c'est qu'on est tous très différents dans la communauté ASMR. Il y a de tout, il y a du manga, du gaming, du heavy metal, du très jeune, du très vieux, enfin très vieux, ça reste YouTube, mais on a ça, quoi. On a la chance d'avoir ce truc. On n'est pas des on n'est pas des moldus. Je trouve que c'est une chance, quoi. Moi je trouve ça, quand quelqu'un critique une vidéo et dit ouais, vous êtes fou, etc. Moi, la première chose à laquelle je pense, c'est pas c'est toi le fou, c'est t'as pas cette chance, ouais, t'as pas cette chance d'avoir cet outil merveilleux qu'on a, où en 5 minutes on soigne un mal de tête, en 10 minutes on peut s'endormir, et puis ou alors se consoler. Alors je dis pas que ça règle tout, hein, mais moi j'estime qu'on a beaucoup de gratitude à avoir, de s'être trouvé, d'être tombé là-dessus. On a tous une manière de tomber sur la ASMR qui est différente. Parfois c'est par le hasard d'un algorithme, parfois c'est à travers une interview, ou de fil en aiguille on regarde une vidéo de méditation et puis on tombe sur une méditation ASMR. C'est quelque chose qu'il faut garder pour soi aussi. Si on est tombé sur un créateur de contenu et pas un autre, c'est peut-être que c'est celui-ci et pas un autre. Faut s'écouter aussi là-dedans et pas forcément suivre des modes ou aller chercher ceux qu'on regarde le plus. Oui, tout à fait. D'ailleurs, en parlant de ce que tu aimes, toi en ce moment, est-ce que tu as une chaîne, une vidéo à recommander, quelque chose qui t'a touché dans la ASMR, quelque chose que tu voudrais partager? Moi je reste fondamentalement attaché à ceux du début, parce que mon histoire elle a commencé comme ça. Il y a 7-8 ans, quand la ASMR francophone n'était pas trop connue, il y avait Nicolas ASMR, il y avait Amandine, je crois. Amandine, c'était quoi déjà? Oui, je crois que c'est ça. Amandine Leloup, qui a republié ses vidéos après. Sirène Bio, qui faisait de l'ASMR, qui est une blogueuse très, très adepte du bio. Peu importe le contenu, c'est-à-dire que moi je suis tombé sur ces personnes et je leur suis resté fidèle. Donc dans la sphère anglo-saxonne, moi c'est Gentle Whispering, c'est Maria, pour toujours, quoi. Emma Whispers Red, c'est les deux nanas que je trouve magiques, quoi. Je trouve que Emma Whispers Red, c'est un peu comme un personnage tiré du Seigneur des Anneaux, quoi. Elle est rousse, en plus elle a des bols de cristal, mais c'est tout ce que j'aime. En fait, c'est vraiment la personne dont je me sens le plus proche dans la ASMR, parce qu'on s'est rencontrés plusieurs fois. Elle m'a invité plusieurs fois sur ces événements. Je suis allé la voir quand elle a commencé à faire de la ASMR live. Quand on se parle, on dit pas les mêmes mots dans la même langue, mais on dit la même chose, en fait. Et elle est comme moi, elle veut rencontrer les gens. Pour elle, la ASMR, c'est relier les gens, c'est créer des rencontres, c'est une bonne fréquence, et ça nous fait aussi un bien fou, nous-mêmes, de se connecter à ça, quoi. Encore une fois, sans se prendre pour des sauveurs ou quoi que ce soit. C'est juste parce que c'est merveilleux, quoi, de recevoir un merci comme ça dans la rue. T'as sauvé mes nuits, tu m'as sauvé d'une rupture, etc. Alors c'est des mots qui valent ce qu'ils valent dans l'instant, mais
Imagine ce que ça fait à l'ego, tu vois. Quand toi, dans ta vie, tu te dis, est-ce que c'est quand même pas facile de trouver un but à sa vie au XXIe siècle, dans la société qu'on a, qui veut nous mettre dans des moules. Bon, ben, quand tu sais que tu as fait ça, il y a quand même de la fierté, quoi. Ouais, Il y a quand même de la tout à fierté. fait, tout à fait. Et pour revenir sur ce que tu disais sur les trucs sur la génération, je trouve qu'il y a, dans la SMR, il y a vraiment aussi cette chose-là générationnelle. C'est quand quand on a commencé à regarder de la SMR, qu'est-ce qu'il y avait, etc. Et je trouve que on retrouve beaucoup ces choses-là de nouvelles personnes qui arrivent dans la SMR avec les nouveaux créateurs, en fait. Par vague, il y a aussi toutes ces choses-là moi, j'écoute de la SMR depuis assez longtemps, depuis je pense, oui, quelque chose comme 2014, 2015, un peu à peu près le moment où tu as commencé, donc ça fait longtemps aussi, surtout que moi, enfin, j'étais quand même pas plus jeune, quoi, j'étais encore dans mon adolescence, etc. Donc c'est, donc forcément, moi, quand tu parles des vieux ASMR artistes, moi, ça me parle parce que ça me renvoie aussi à des sensations, à des vidéos que j'ai vues. Tu parlais de Sirène Bio, moi j'ai une image d'un roleplay, je crois. Tu es malade, quelque chose comme ça qui me parle. Chez les anciens aussi, sur les gens qui ont arrêté, sur les gens. Il y a aussi toute cette petite histoire de la SMR qui, je trouve, parle aussi dans les générations, dans les gens qui vont collaborer ensemble, et qui fait que cette communauté, elle est très éparse, mais en même temps, elle répond à un peu une histoire commune où chacun pose sa pierre et va, euh, influencer, euh, va influencer l'autre dans ce qu'il va faire, dans sa manière de consommer, et puis faire évoluer la mode et les tendances dans la SMR. Donc ça répond aussi à toute cette chose-là générationnelle qui appartient au petit monde de la SMR, mais qui est quand même un monde qui avance et qui grossit de jour en jour, quoi. Donc c'est fou. Exactement. Et qui est C'est pas fou. prêt de mincir. Si ce n'est que j'ai quand même l'impression que YouTube aide moins les chaînes ASMR actuellement. Il y a moins de vues, moins de notifications. Je le vois parce que j'ai des statistiques quand je sors une vidéo et je me rends compte que finalement les abonnés ne voient pas forcément mes vidéos à travers une notification. C'est plus une suggestion, comment on appelle ça? Oui, si, une suggestion des algorithmes. Et je sais pas, on dirait qu'on est dans une période où YouTube s'est mis un petit peu à bouder les artistes ASMR, peut-être parce qu'on monétise pas nos vidéos comme on devrait le faire selon eux, c'est-à-dire en foutre partout, quoi. Mais bon, c'est des vidéos de relaxation. Ouais, Et, c'est une belle communauté. Moi, je suis très fier et d'en faire d'ailleurs, partie. est-ce que tu trouves que justement être aujourd'hui une ancienne chaîne ASMR, être une plus ancienne chaîne ASMR, c'est aujourd'hui bah, euh, être être mal payé par la plateforme, c'est-à-dire que c'est pas, enfin, on récompense pas le parcours et il y a une prime à la nouveauté, ou est-ce que... J'en sais rien. Honnêtement, je me pose pas cette question. Je pense qu'il faut savoir cultiver sa chaîne, c'est-à-dire être régulier. Finalement, une chaîne YouTube, c'est un rendez-vous, comme dirait Amélie. C'est beau d'ailleurs. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les vidéos de, je sais pas comment l'appeler du coup, Rendez-vous ASMR. Je l'ai rencontrée une fois. Elle est très grande en taille. Ça m'a impressionné. Mais j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait. Pareil, pour moi, c'est la Amélie Poulain de l'ASMR, quoi. Elle met en scène son chat. Quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle touche, il y a de la poésie et de la douceur. Et c'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime. Elle est arrivée un peu plus tard, je crois. Mais il y a une Et encore, intelligence et une finesse que j'adore. et je trouve, oui, c'est ça. Enfin, moi qui, du coup, j'ai eu la chance aussi de l'interviewer dans le cadre de ce podcast en face à face. Et c'est vrai que je trouve que chez Amélie, je trouve que le mot la caractérise le mieux, c'est la fantaisie. Elle a une fantaisie dingue, Mm. en fait. Euh, ouais, c'est en faire quelque chose de toujours, toujours inattendu et en même temps qui donne le sourire. Voilà. Enfin, c'est pas chez tous Il y a les aussi ASMR artistes. Zatras.
Je sais pas si tu connais Zatras, ASMR. De nom, mais je suis pas, je me suis pas forcément plus renseigné sur le contenu, mais Il crée très peu de vidéos, bah, c'est quelqu'un de psychédélique, mais derrière le côté psychédélique, il y a un aspect très attachant du professeur fou qui se dévoile, quoi, qui lâche des espèces de. Bah, après, encore une fois, je suis hypersensible, donc ce que je capte, c'est peut-être pas forcément ce que captent les autres, mais je le trouve super attachant. ASMR et chuchotement, pour moi, c'est le prof d'EPS idéal, quoi. Et d'ailleurs, je suis sûr que sa communauté est très. Je crois que sa communauté est très masculine, parce que je suis sûr que c'est beaucoup de jeunes gars qui cherchent peut-être une présence paternelle, quoi. Moi, je trouve qu'il fait très prof d'EPS. je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis il y a quelque chose un peu de. D'ailleurs, c'est assez paradoxal de dire ça pour de l'ASMR où on parle vraiment, mais il y a quelque chose d'un personnage un peu taiseux qui en impose tout de suite et mais qui va être un peu dans l'observation et dans la bienveillance aussi. Et je trouve que Oui. c'est chez Marcel, on trouve quelque chose qui est vraiment c'est quelqu'un qu'on pourrait croiser n'importe où, et je trouve que ça donne une dimension universelle à son contenu qui est dingue. Parce qu'en plus, on n'a pas Tout à fait. forcément enfin, parce que ça change aussi des profils classiques de l'ASMR, enfin, voilà, avec des jeunes vingtenaires qui seront plus la norme. Donc je trouve que quand il y a ces différences-là, en fait, c'est vraiment marquant, et forcément, ça dit quelque chose, en fait, Hmm. de ce que les gens ont envie de voir, mais dans la Oui. différence, en fait, de l'ASMR. De sortir des Oui, carcans, oui. quoi. Et encore une fois, humainement, c'est quelqu'un que je connais pas très bien, mais je l'ai rencontré quelques fois. On avait fait une collab au YouTube Space, puis on avait fait un salon zen. C'est quelqu'un qui s'est saisi de ce qu'il a créé sur YouTube et qui a une gratitude qui est magnifique, en fait. Il est tout le temps dans l'émerveillement quand il parle de ça. On sent qu'il prend son pied à faire ses vidéos, et c'est génial d'être aussi positif comme ça. Mm. Et quelqu'un de très très sain, très très sain. Moi, je sais qu'il y a une vidéo de lui, c'est sur quelque chose sur je crois que c'était sur que ça n'a rien de personnel. Et la manière dont il a amené les choses m'a donné des éclairements, etc. Donc, je sais que sur quelques enseignements qu'il a pu transmettre par vidéo, je lui suis plutôt redevable. Ouais. Mais, enfin, du coup, c'est toute cette diversité aussi qui fait que l'ASMR, c'est un monde où on peut trouver ce qu'on cherche. Et je trouve que si on ne trouve pas ce qu'on cherche, on peut le créer soi-même, en fait. Et c'est ça qui est super. Et je trouve que si on ne trouve pas quelque chose qu'on souhaite, on ne sera jamais seul à vouloir cette chose-là. Donc on peut toujours se retrouver dans d'autres gens et dans la création, et en créant par soi-même, quoi. Absolument. Pour terminer, je vais te demander, est-ce que toi tu es une personne qui rêve? Est-ce que tu es un rêveur? Je suis un grand rêveur dans la vie, mais je suis un grand rêveur la nuit aussi. Sauf que, c'est mon grand souci, je me souviens très peu de mes rêves, en fait. Je les note pas et je les oublie aussi vite qu'ils apparaissent. C'est dommage. C'est du coup ce monde des rêves pour toi, c'est du coup, comme tu t'en souviens pas, mais c'est quelque chose de positif. Tu es plutôt rêve que cauchemar, du coup. Ah oui, oui, oui. Je suis plutôt rêve. Je suis très conscient de ce qui se joue quand je rêve. Quand j'ai une grande frustration, une peur, quelque chose que j'ai mal vécu, je sens vraiment que mon esprit me permet de me libérer d'un truc, d'une décharge émotionnelle qui passe du coup par l'inconscient et qui mélange plein de trucs, quoi. C'est très drôle. Je revois beaucoup de personnes aussi que j'ai perdues dans ma vie et qui reviennent dans les rêves, sans chercher à interpréter si c'est des vraies rencontres ou pas, mais ça c'est très beau aussi. Et ce que je retiens le plus, parce que je retiens quand même des choses, je suis pas non plus amnésique, c'est le vol, les choses où on est éthéré, on flotte dans l'air, etc. À une époque, je m'amusais à faire des rêves éveillés, des rêves lucides.
ça marche vraiment quand on s'entraîne à faire ce truc, hein. Ça durait pas longtemps, mais j'arrivais à tenir, enfin, je sais pas combien de temps, mais j'arrivais à me réveiller dans mon rêve. Et du coup, je m'amusais avec ça, avec le fait de pouvoir voler, de pouvoir flotter, choisir où aller. C'était magique. Super. Et du coup, dans l'autre sens, est-ce que tu es un rêveur dans le sens métaphorique du terme? Voilà, une personne qui est un peu, un peu dans la lune, qui va être ouais, dans quelque chose dans l'ésotérisme, plus dans le songe que dans l'action. Alors pour moi, les songes, c'est quelque chose qui est au-delà des rêves. C'est quelque chose qui nous est transmis, même si je suis pas je suis pas un expert de ça, mais je suis plus rêveur que songeur. Non, un songe, ça arrive plus avant le réveil. Les songes n'arrivent pas au milieu de la nuit. Souvent, c'est vraiment à la fin du réveil, dans le sommeil paradoxal. Et dans la journée, alors je suis très vite distrait, parce que je suis souvent très fatigué. Je fais trop de choses, hein. Je suis hyper actif, donc je sais que j'ai un rythme de vie qui me nuit, disons-le. Mais en même temps, j'aime ça, hein. J'aime avoir fait 7 heures de cours, et puis tourner à 2 heures du mat, et puis me relever à 7 heures, et puis me retrouver devant des élèves, et puis faire mon montage le soir. Pourtant, je suis un très très gros dormeur, mais justement, de ce point de vue-là, je suis un super cyborg. C'est que quand j'ai très peu dormi, je rattrape toutes mes heures de sommeil quand il faut. J'ai aucun problème pour ça, je suis un très très bon dormeur, hein. La SMR, c'est vraiment pour le plaisir, c'est pas du tout pour faciliter l'endormissement, parce que je dors très facilement. C'est peut-être pour ça que j'en regarde pas beaucoup le soir, parce que je résiste pas longtemps. Voilà. Après oui, je suis dans les rêves, bien sûr. Je fuis quand je fais une vidéo ASMR dans le monde de Léonard, ou quand je suis à Versailles, je suis presque en train de fuir, bien sûr. Une partie de moi-même, je nourris une partie et j'en fuis une autre, quoi. Et j'emmène les autres avec moi, c'est mieux. Oui, je me reconnais vraiment dans ce que tu dis, hein, dans le truc de faire beaucoup de choses à la fois, et puis d'être... pour finir sur une formule peut-être un peu creuse, c'est rêver sa vie et vivre ses rêves, peut-être. Voilà. Au maximum, en tout cas. Surtout vivre ses rêves, plus que rêver sa vie. La vie est bien quand elle est... C'est un petit peu mon dicton en ce moment, là, le juste pour aujourd'hui, le ici et maintenant. Je pense que sa vie, il faut en être le bâtisseur. Et pour ça, il faut la vivre et pas trop être dans le rêve, quoi. Pour la construire, il faut être dans l'action. Et poser une action chaque jour pour que son rêve puisse prendre... Moi, je suis plus pour vivre son rêve que rêver sa vie. Vraiment. Merci beaucoup, Florian, d'avoir participé à cet échange. Voilà. Je trouve que c'était très intéressant. On est allé on est allé dans le fond de beaucoup de choses. Moi, ça m'a beaucoup plu. Voilà. J'espère que voilà, ça t'a plu aussi. Et merci aussi à toi, Lucas. Beaucoup de gratitude pour... j'ai pas hésité une seule seconde quand tu m'as contacté. Je savais ni à quelle sauce j'allais être mangé, ni combien de temps ça allait durer, ni rien. Et j'aime bien quand c'est spontané, quoi. C'est un plaisir, parce que c'est rare, en plus, de prendre autant de temps pour parler d'ASMR. Et c'est cool, c'est vraiment cool. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci de votre écoute. Merci encore à Paris ASMR de sa confiance. Vous pouvez retrouver ce podcast et tous les précédents sur YouTube, mais aussi sur toutes les applications de podcast, Spotify, Apple Podcast, Deezer. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens cités dans cette vidéo dans les notes de ce podcast ou dans la description. N'hésitez pas à donner votre avis, à dire ce que vous en pensez, à dire qui est-ce que vous aimeriez voir à la place de Paris ASMR dans les prochains numéros. Et je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Et j'espère vous revoir très vite dans un nouveau passage ASMR. Je vous embrasse, à très bientôt.